Le retour des soldats à la fin de la Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans le quotidien des femmes occidentales. L'idéal d'après-guerre est que l'homme reprenne sa place dans un monde du travail et que la femme retourne à la maison dans un monde domestique. Elle doit échanger son vêtement de travail bleu pour un tablier à la John Cleaver. La féminité est alors traduite par le rose, ainsi les produits de grande consommation aussi deviennent roses et genrés. Le logiciel Ngram de Google illustre une augmentation exponentielle de publications écrites mentionnant le genre dès la fin des années 60. Mais cette conversation se popularise vraiment dans les années 80 avec notamment l'apparition du queer qui s'oppose aux féministes matérialistes. L'acceptation des expressions de genre se multiplie. En outre, dans la société occidentale, des changements profonds s'opèrent quant aux rôles sociaux et sociétaux des hommes, des femmes et des genres non binaires. En design, ces changements amènent à questionner certains produits qui s'avèrent être genrés par leur image, leur forme et leur utilisation. Selon Jenks, la conception moderniste du design se veut d'abord comme une vision absolue qui se caractérise par des formes géométriques, des couleurs primaires basées sur la rationalité, effaçant alors l'ornementation au prix d'une sobriété qui se veut neutre et sans référent culturel. Winkler, quant à lui, prend un point de vue postmoderniste et souligne qu'il est possible de constater que les principes de modernisme ignoraient les enjeux sociaux et les réalités de l'usager, projetant une vision plutôt totalitarienne. Par le rejet systématique d'ornementation, le modernisme rejette aussi toute caractéristique perçue comme étant féminine, les rondeurs, la décoration, la nature, les ornements, etc. La perception que les goûts associés aux femmes sont à éviter fait en sorte que la participation des femmes en design devient invisible, ou parfois confinée à des domaines féminins. À l'école de design Bauhaus, les femmes sont encouragées à travailler dans les ateliers de tissage, comme le mentionne Spark. Selon Kirkham, les femmes designers du XXe siècle ont été largement ignorées au sein de leur pratique. Pour se faire engager, elles devaient faire valoir leur capacité de conception féminine. Ces capacités n'étaient pas perçues comme identiques ou égales à celles de l'homme, qui était le référent dans le domaine. Ainsi, certaines femmes comme Ray Eames se sont retrouvées dans l'ombre de leurs collègues masculins. En marketing, la segmentation consiste à diviser les consommateurs en groupes considérés comme étant homogènes selon différentes caractéristiques comme les intérêts, l'âge ou le genre. Cette division binaire des genres renforce l'écart inégalitaire entre ceux-ci. Dans plusieurs cas, un objet dont l'image marketing est dite adressée aux femmes sera plus dispendieux que ce même objet pour les hommes. De plus, cette division ostracise inévitablement les personnes ne correspondant pas au portrait stéréotypé des genres, comme est souligné par Wallin. Caroline Gagnon explique que le féminisme en design développe un nouveau cadre de réflexion qui permet une analyse des aspects de l'identité, du pouvoir et du savoir, revisités en termes sociaux, culturels et politiques, tout en amenant un questionnement lié aux disparités auxquelles font face les femmes en design. Buckley explique dans l'œuvre Made in Patriarchy, Theories of Women in Design, a Reworking, que les théories féministes et les études sur le genre permettent de voir la sexualisation des environnements et des objets tout en se penchant sur les stéréotypes sexuels. Il est important de considérer la diversité des utilisateurs et utilisatrices. Les théories design féministes reconnaissent que plusieurs produits n'étaient pas a priori sexués et qu'il faut questionner leur évolution. De plus, les théories féministes soulèvent le fait que les femmes comme utilisatrices seraient classées comme des usagers secondaires face aux hommes. Les enfants, les personnes âgées, les personnes ayant un handicap et les membres de la communauté LGBTQ sont eux considérés comme des usagers anormaux, voire tertiaires.